Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. La Chambre basse du Parlement poursuit sans atermoiement le tâche lui dévolue en cette session ordinaire de mars, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. Le vendredi 30 mai 2025, la plénière de l'Assemblée nationale a examiné et jugé recevable deux projets de loi, celui modifiant et complétant la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et celui modifiant et complétant la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Elle a également auditionné les réponses du directeur général de la RVA suite à la question orale avec débat lui adressée sur la redevance GOPAS. Première matière, poursuite du contrôle parlementaire entamé le mercredi 28 mai 2025 avec cette fois-ci les réponses du directeur général de la régie de voies aériennes aux préoccupations soulevées par les députés nationaux suite à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Claude Missaré sur la problématique de la redevance GOPAS. S'agissant de l'informatisation de la gestion des GOPAS, je voudrais rassurer tout le monde que la digitalisation du GOPAS est l'une des actions prioritaires du nouveau comité de gestion de la RVA. Concluant sa question orale avec débat qui a aidé à mettre en lumière des révélations inédites du fonctionnement de la RVA, Claude Missaré se dit pas convaincu par les réponses du directeur général Ngoma Mbaki, car durant plus de 15 ans, la population congolaise a été escroquée. À cet effet, en respect à l'article 210 du règlement intérieur de cette Chambre, l'auteur demande la mise en place d'une commission d'enquête afin de tirer au clair les zones d'ombre entourant la gestion de la redevance GOPAS. Le DG de la RVA n'a pas été convaincant. Pendant 15 ans, honorable président, aucun aéroport construit, aucun aéroport honnêtement réhabilité, aucun aéroport certifié sur le plan international, alors que la redevance fait entrer des millions et des millions de dollars. Monsieur le DG, quelle est votre impression? Notre impression quand nous atterrissons à l'aéroport Charles de Gaulle, à Addis Abeba, à Nairobi, à Entebbe, à Arusha en Tanzanie, mais chez nous, en RDC, pendant 15 ans, comme réalisation du Titan, 5 bis et 3000 chariots. Yesu Massia. Autour de l'examen de projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, ainsi que celui modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Ces deux textes de loi du gouvernement apportent plusieurs innovations énumérées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il est difficile d'utiliser un informaticien bardé de diplômes, expert, un crack qui peut aider l'État, tout simplement parce qu'il a 50 ans, l'âge étant plafonné à 35 ans. Et ici, par cette innovation, nous ouvrons la possibilité pour l'administration publique, pour l'État, d'utiliser ses compétences. Parce que si nous ne les faisons pas, nous n'allons pas freiner l'hémorragie de la création de plusieurs structures d'experts autour de ministères, autour de nos administrations. Le débat général a porté sur des sujets tels que la problématique de la politique salariale, la contractualisation dans la fonction publique, les recrutements de vieux, le mécanisme de la promotion, l'obscurantisme dans le recrutement, la redynamisation de la formation au sein de l'ENA. Avec concision, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a rassuré la représentation nationale sur la prise en compte de leurs inquiétudes ainsi que de la création d'une réglementation en ce qui concerne la contractualisation à la fonction publique. En réaction à la présentation de ce projet de loi qui se veut novateur et au goût du jour, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, invite les élus à un examen assidu. Président de l'Assemblée nationale 2 fois, vous serez étonné de voir comment les gens abusent. On nomme un nouveau ministre, il amène, il envoie tout ça dans l'administration. Voilà pourquoi depuis que je suis là, j'ai cette question des fonctionnaires et agents de l'Assemblée nationale. J'avais déjà dit au vice-premier ministre qu'elle fera l'objet d'un examen minutieux. Je n'ai engagé ni un attaché de bureau ou quoi que ce soit. Non, ça nous sommes en train de tuer nous-mêmes le pays, puisque l'enveloppe reste la même. Mais vous engagez des gens et puis on arrive dans le dépassement budgétaire, on commence à se poser des questions. Ces deux projets de loi ont été jugés recevables et envoyés à la commission mixte ECOFIN PAJ socioculturelle pour un examen approfondi.
En dernier, la plénière a examiné le rapport de la commission ATIENTIC relatif à la loi sur l'aménagement du territoire comportant des germes potentiels de conflit de compétences entre les ministres sectoriels suite à la correspondance du chef de l'État. Sur le 8 articles modifiés par le chef de l'État, un seul article a été maintenu tel quel. 7 ont été adoptés moyennant les observations du président de la République. Ces projets de loi amendés a été adopté par la majorité des élus nationaux. Signalons qu'au cours de cette même plénière, un autre réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation était lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale demandant l'autorisation d'instruction à charge du ministre d'État Constant Moutamba pour outrage au corps constitué. C'est un pays et sous-développé. Comme le disait Adam, c'est avec raison qu'on bâtit un pays. Et le père Yaou est allongé au panthéon des ministres qui font la République. Je voudrais, à ce sujet, remercier le chef de l'État, le législateur Ségué Chilombo, qui fait honneur à l'élite congolaise en jetant les dévolus sur ces genres de profils. Sa compétence, comment le président se manifeste dans ses ministères par un leadership collaboratif qui a significativement réduit les grèves qui caractérisaient ces ministères transférés au ministère de l'État. La modernisation progressive de l'écosystème de l'administration publique à travers des initiatives courageuses logées dans une feuille de route élaborée selon les règles de l'art qui permet à ces ministères d'avancer. Tout de même, Serge Christophe nous disait tout ce qui est fondamental et microéconomique, tout ce qui est important et macroéconomique. Serge Christophe, je voudrais poser une question au VPM. Excellence, vous avez opté pour les régimes par capitalisation. Comme nous le savons, ce régime correspond à un environnement macroéconomique qui comporte notamment un marché boursier dynamique. Pensez-vous que notre environnement est compatible avec les choix que vous avez faits? J'ai une deuxième question, Excellence. Nous aimons le fait que de plus en plus, on peut compter sur la technicité, sur l'expertise, à travers la contractualisation d'autres personnes qui n'ont pas évolué dans l'administration. Il semble que la diaspora congolaise regorge de ces femmes, de ces hommes qui peuvent venir appuyer l'administration. C'est une très bonne chose. Mais ça pose une question, Excellence, pour le député. Quand j'étais PA en 2015, j'avais professeur associé. J'avais 2000 dollars. Aujourd'hui, je suis professeur full. J'ai 1300 dollars de revenus. C'est pas donc la question. Donc j'ai un grade en plus, une ancienneté, et j'ai un problème de moi. Il se pose donc un problème des politiques salariales. Toute la modernisation qu'on a fait. Le professeur d'université, il peut bien venir à Paris. Tous ces grands magistrats qui travaillent, le médecin, on sent que leur traitement n'échappe pas à l'érosion du pouvoir d'achat. Pensez-vous que cette modernisation va également intégrer la politique salariale? Honorables députés, chers collègues, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Vous savez que vous avez fait C'est un projet qui vient d'être déposé. Le bureau a
disponibilisé. Il est présenté là par les vice-premiers ministres. C'est pour la première fois que nous avons débattu de ça. Il s'agit bel et bien d'un débat général après présentation du projet de loi. En fait, des deux projets de loi. Il était question pour nous de noter que le secteur de l'administration publique aujourd'hui est effectivement en pleine modernisation. Cela grâce à la dextérité déployée dans le secteur par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique. Nous avons remercié le chef de l'État de ce choix qui fait honneur à l'élite congolaise. Ça signifie que nous avons des gens qui peuvent travailler, délivrer des résultats de transformation pour la République démocratique du Congo. Mes deux questions ont porté sur le cadre macroéconomique qui peut permettre à ce que le régime de sécurité par capitalisation puisse résister sur le long terme. Il a fourni des éléments de réponse et on est satisfait. Il était également question de la politique salariale qui permette à ce que les gens puissent avoir un salaire stable et puis qu'il n'y ait pas trop de disparités. Les éléments de réponse fournis permettent à ce qu'on puisse croire que dans les jours à venir, la politique salariale sera déployée et les agents fonctionnaires de l'État ne vont pas courir derrière des primes, derrière des extramuros pour compléter leur enveloppe mensuelle. En ce qui concerne la sécurité sociale, il faut ici noter l'inclusion du système de sécurité. Puisqu'il y avait les anciens gouverneurs, les anciens ministres provinciaux, les anciens députés, certains membres du gouvernement qui n'étaient pas pris en charge. Avec cette ouverture, c'est donc un régime de sécurité sociale inclusif qui est mis en place. Concernant la modification de la loi portant statut du personnel, on a innové avec la contractualisation qui permet de recruter certains experts pour des contrats à durée déterminée afin de servir de leur expertise pour rencontrer les défis que rencontre notre pays en ce moment-ci. Ceci n'est pas possible en vertu de l'article 107 alinéa 1er de la Constitution. Tous les votes que nous émettons ici sont souverainement et c'est une responsabilité totale. Il a dit sous d'autres cieux. Bien sûr, sous d'autres cieux. Merci. Je voudrais que ce soit sur le Seigneur du député au niveau de conférence de presse, des déclarations du comité du mouvement de temps en temps. Je voulais la respecter pour vous ramasser, et vous venez de faire au bureau. Je voulais juste rassurer le nom du président que ce qui se fait sous d'autres cieux ne soit pas importé, sinon c'est tellement que nous faisons. Alors, en ce qui concerne le domaine de l'art, pour voir le président, ce que le premier vice-président a dit, c'est la vérité, mais pas toute la vérité. Les articles 122 et 123 constituent bien le domaine de compétence du législateur. Mais il remarquera vous-même que ces deux articles sont précédés par une expression sans préjudice des autres dispositions de la présente expression. Ça veut dire que le fondement de notre pouvoir ne se trouve pas dans les articles 129 ou 123. Ça se trouve dans d'autres articles de la Constitution. La preuve en est que dans les titres 2 concernant les droits fondamentaux, la plupart des droits sont affirmés sous réserve du respect de la loi. Où on dit la loi fixe les modalités d'exercice. Tous ces articles-là constituent le domaine de la loi. Deuxième précision. Les articles 202 à 205 de la Constitution qui répartissent les compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, la pouvoir provincial, peuvent relever aussi bien du domaine législatif que du domaine réglementaire s'ils sont classifiés soit par la loi, soit par l'acte juridictionnel, comme c'est le cas dans l'espèce. Vous remarquerez que dans la loi du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la suite de l'administration des provinces, on a classifié des matières de la compétence exclusive des provinces en matière législative, celles qui relèvent des édits,
Et en matière réglementaire, c'est ce qui relève des règlements des autorités provinciales. Ça veut dire que les articles 203, 204, 202, 203, 204, qui énumèrent les matières, que ce soit de la compétence concurrente entre les deux niveaux, ou de la compétence exclusive de chacun des deux niveaux, peuvent relever aussi bien du pouvoir législatif que du pouvoir réglementaire. Dans les cas d'espèce, puisque nous avons saisi la Cour constitutionnelle, et puisque c'est l'interprète de la Constitution, l'interprète de la Constitution a dit que le fondement de cette loi, c'est l'article 203. Ça veut dire que désormais, d'après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'aménagement du territoire relève désormais de la loi. Sur ce point-là, je précise qu'on va réfléchir. Conformément à l'article 205 de la Constitution, il est dit que dans ces matières-là de la compétence concurrente, si une législation nationale ou un règlement d'exécution nationale est intervenu, tout édit provincial ou tout règlement provincial qui intervient, qui est compatible à ça, est nul et non abrogé de plein droit. Ça veut dire que si aujourd'hui, comme l'a dit la Cour constitutionnelle, nous légiférons sur l'aménagement du territoire, ce n'est pas violer la Constitution parce que c'est l'interprète officiel de la Constitution qui l'a dit. Et deuxièmement, le règlement de la province ne peut plus intervenir dans la matière parce que c'est déjà intervenu dans la loi. Le point de divergence portait sur le fondement constitutionnel de la loi organisant l'aménagement du territoire. Il y a une thèse qui estime que cette loi manque de fondement dans la Constitution. Le débat n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé déjà à la législature passée. Et déjà à cette époque-là, le président de l'Assemblée nationale de l'époque avait saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution, sur la question de savoir s'il y avait un fondement constitutionnel ou non à cette loi. La Cour a répondu qu'effectivement, il y a une base constitutionnelle, c'est l'article 203.12. Malgré l'arrêt de la Cour, il y a des collègues qui ont estimé que ce fondement n'était pas pertinent parce que l'article 203 de la Constitution ne dit pas si la matière est du domaine de la loi ou du domaine du règlement. J'ai pris la parole pour dire que cet article 203 règle les matières de la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. La question de savoir si la matière appartient au domaine de la loi ou du règlement dépend des textes d'application de la Constitution. Dans les cas d'espèce, c'est la Cour constitutionnelle qui nous indique que la matière contenue à l'article 203.12, à savoir l'aménagement du territoire, est une matière législative par respect aux arrêts de la Cour qui ne sont pas susceptibles de recours, qui soient immédiatement exécutoires. J'ai donc proposé que nous puissions passer outre, d'autant plus qu'il s'agit d'une matière de la compétence concurrente. Or, l'article 205, in fine, dit que si une loi nationale intervient en la matière, ou même un règlement national, tous les édits provinciaux ou même des règlements provinciaux ne peuvent plus intervenir. S'ils interviennent, ils seront nuls et abrogés de plein droit. Et donc, le Parlement national est tout à fait compétent pour édicter une loi organisant l'aménagement du territoire. Savez-vous que l'aménagement du territoire concerne l'ensemble du pays? On ne peut donc pas laisser cette compétence aux provinces. C'est le pouvoir central, à travers le Parlement, qui a la compétence de régir cette matière-là par une loi. Voilà ce que j'ai dit. Et puis, je suis heureux qu'aujourd'hui, la plénière ait suivi mon point de vue. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.